L'astronome américain Allen Hynek était un ufologue, c'est-à-dire un spécialiste du phénomène OVNI. Désormais, je pense à lui quand je regarde le film Rencontre du troisième type, car il en fut le conseiller discret. Le docteur Hynek disait que le phénomène est trop sérieux pour être confié à des ufologues et qu'on devrait le réserver à des enquêteurs professionnels. D'une certaine manière, j'ai exaucé son vœu, puisque je suis officier dans un service de renseignement français et qu'un beau jour j'ai voulu comprendre pourquoi les soucoupes volantes de cinéma atterrissaient toujours au Nouveau-Mexique ou à Washington. Cette curiosité a fini par me conduire à la bibliothèque du Congrès de Washington, où toute l'histoire est résumée dans un rapport officiel. Il a été rédigé en 1976 à la demande du Congrès, et il s'appelle tout simplement « L'énigme des ovnis ». C'est Richard Hall, une légende de l'ufologie mondiale, qui m'a fait découvrir ce dossier, où l'on parle beaucoup de Allen Hynek, dont Richard a conservé toutes les archives. J'ai surtout découvert que les ufologues scientifiques ne sont pas des illuminés qui croient tous aux ovnis. Au contraire, ils se répartissent en 4 tendances, qui eurent 4 leaders historiques. L'astronome Allen Hynek est le plus attachant d'entre eux, car après avoir travaillé 20 ans au service de l'US Air Force pour une mission qui consistait à nier l'existence des ovnis, il a fini par avoir un doute et rejoindre le camp du commandant Keyhoe. L'ingénieur aéronautique Donald Keyhoe était persuadé que les ovnis étaient une réalité sur notre Terre, et il a passé une grande partie de sa vie à dénoncer le complot de l'US Air Force à ce sujet. L'astronome Carl Sagan avait une position paradoxale. Il admettait l'existence des civilisations extraterrestres, mais il refusait l'idée qu'elles puissent nous rendre visite à bord de leurs ovnis. Quant à l'astronome Donald Menzel, il a passé sa vie à démontrer que les ovnis n'étaient qu'illusions, fantasmes ou canulars. Allen Hynek a emporté son secret dans la tombe, et aujourd'hui, je connais ce secret. Mais pour le comprendre, il faut regarder l'histoire des ovnis à travers le regard du bon docteur Hynek. Le plus simple, c'est que je vous raconte cette histoire comme je l'ai fait un jour avec Alex, un ami qui préparait un livre sur le défi que l'idée extraterrestre pose à la pensée religieuse. Nous devions échanger des informations, et j'ai commencé par lui raconter mon pèlerinage au Nouveau-Mexique, la patrie des soucoupes volantes, qui regroupe tous les noms légendaires dans un triangle magique. Alamogordo, la ville qui a vécu de White Sands, le centre spatial où on a fabriqué les premières fusées américaines. Corona, le lieu exact où s'est écrasé le fameux ovni de Roswell. Socorro, lieu légendaire d'une rencontre du troisième type. Et au cœur de ce triangle, comme par hasard, mais je devais découvrir que ce n'était pas un hasard, Trinity Site, où explosa la première bombe atomique de l'humanité. En anglais, UFO est l'équivalent du mot OVNI pour désigner les objets volants non identifiés. Par Wendy Connors à Albuquerque, j'ai vite appris qu'on disait ufologie pour l'étude du phénomène et ufologue pour parler des spécialistes. On m'avait recommandé de rencontrer Wendy car c'est une excellente historienne de l'ufologie. Autrement dit, la spécialiste capable de répondre à la question où et quand sont apparues les premières soucoupes volantes. Était-ce dans le monde réel ou dans le cinéma? À ma grande surprise, j'ai découvert que tout commence durant la Seconde Guerre mondiale, au-dessus de Holoman et Los Alamos, 2 bases militaires du Nouveau-Mexique où on prépare la bombe atomique dans le plus grand secret. Le physicien Enrico Fermi travaille alors à la bombe. À cette époque, un vrai scientifique admet déjà la probabilité statistique d'autres civilisations dans l'univers. Comme Holoman et Los Alamos sont régulièrement survolés par des engins bizarres, Enrico Fermi s'exclame mystérieusement « Mais où sont-ils » Il veut dire par là, puisqu'ils existent, où se cachent-ils dans la galaxie? Le fameux paradoxe de Fermi vient de naître. À la fin de la guerre, les pilotes démobilisés confirment ces engins bizarres, des boules lumineuses qui les poursuivaient pendant les combats et qu'ils ont surnommés Foo Fighters. L'armée de l'air américaine soupçonne une arme secrète de la Luftwaffe et elle interroge les savants allemands qu'elle a capturés et ramenés en Amérique au cours du programme Paperclip. Mais les Allemands avouent qu'ils n'ont jamais réussi à fabriquer les soucoupes volantes qu'ils ont imaginées.
Les services de renseignement de l'US Air Force sont alors basés à Wright Field, dans l'Ohio, sous les ordres du colonel McCoy. Et McCoy ne sait pas comment il doit aborder le problème. C'était durant l'hiver 1946. Le Pentagone a envoyé un message à Wright Field décrivant l'observation d'un aviateur haut gradé. Nous n'en savons pas plus. Quelques jours plus tard, le colonel Klingerman, le General Howard McCoy, directeur des services des renseignements T2, le colonel Miles Cole, ont fait ce qu'on leur a ordonné de faire. Ils ont commencé à enquêter sur cet étrange disque. La chose a filtré et les gens ont commencé à chuchoter, même dans les services des renseignements T2, à propos de ce fameux projet Soucoupe. Le projet Soucoupe a commencé à se développer lentement. Mais tout d'un coup, l'affaire Kenneth Arnold prend des proportions nationales, fait le tour du monde et tout le monde s'excite. Grâce à Wendy, j'ai appris que le nom de soucoupe volante fut inventé par la presse en 1947 à la suite du témoignage d'un pilote civil. De retour d'un vol dans l'État de Washington, Kenneth Arnold a raconté qu'il avait vu 9 disques argentés filant à grande vitesse et la presse s'est emparée de cette image amusante, lui faisant faire le tour du monde. Un des ingénieurs à Wright Field était un homme au nom d'Alfred Ludding. C'était un visionnaire, un génie de la conception aéronautique, qui allait devenir l'un des membres de l'équipe du projet Sign. En fin de compte, c'est lui qui a lancé le projet Sign, qui ne devait survenir qu'après l'affaire Kenneth Arnold. The Sign investigation has to be assumed to be the most pure. Il faut considérer le projet Sign comme l'enquête la plus sérieuse qui ait jamais eu lieu concernant le phénomène OVNI. Plus tard, l'Air Force sera condamnée pour son attitude envers les OVNI. Nous oublions que l'armée ne fait que ce qu'on lui dit de faire. L'armée ne détermine pas sa ligne de conduite. Sa ligne de conduite lui est dictée par le pouvoir politique du gouvernement américain. Mais le gouvernement avait peur. Il n'avait pas de réponse. Et le peuple américain exigeait une réponse. Quand on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? On fait du spectacle. Et c'est exactement ce qu'a été l'enquête officielle suivante au sujet des OVNI. Ça a été un spectacle portant le nom de projet Grudge. Au fond et en réalité, c'en était fini de la vraie recherche par l'armée au sujet des objets volants non identifiés. À l'époque du projet Sign, une des personnes impliquées dans ce projet était un certain colonel Arthur J. Hemstreet. Et le colonel Hemstreet a dit qu'on avait envoyé Alfred Ludding à Roswell dès qu'on a su qu'un objet avait atterri. Et qu'on lui avait donné l'ordre de ne rien dire de ce qui se passait à Roswell, même pas au général commandant le service de renseignement T2. Comme je l'ai expliqué à Alex, je n'allais pas tarder à découvrir pourquoi le colonel McCoy, chef du programme Sign et officier de renseignement de l'Air Force, était tenu à l'écart du secret qui se mettait en place. Un secret auquel Allen Hynek allait participer bien malgré lui, à la suite du changement d'attitude de l'Air Force dont parlait Wendy, et qui porte le nom de Grudge, c'est-à-dire rancune. Un programme qui a démarré tout de suite après le premier mort officiel du phénomène OVNI. Au début de 1948, on demande au capitaine Mantell d'intercepter un OVNI repéré au-dessus de Fort Knox dans le Kentucky. Mais il s'écrase au sol peu après pour une raison inconnue. Officiellement, il a poursuivi la boule lumineuse de la planète Vénus et il a dépassé les limites d'altitude de son appareil. En réalité, l'Air Force est désemparée et elle commence à soupçonner une arme secrète des Soviets. Le Pentagone annule la mission du colonel McCoy parce qu'il affirme que les ovnis ne sont pas d'origine terrestre.
On brûle les archives du programme SIGN, on le remplace par Grudge, qui devra ridiculiser les milliers d'observations d'OVNI dont les Américains témoignent chaque année. Dans cet objectif, l'Air Force engage Allen Hynek, qui devra tout expliquer par des phénomènes simples et naturels. Durant 4 ans, le Dr Hynek parcourt ainsi l'Amérique, honorant son rôle de debunker, c'est-à-dire en langage ufologique, celui qui est chargé de cacher la vérité. Mais en 1952 survient la vague d'OVNI sur Washington, qui met l'Air Force en alerte pendant 3 jours et qui va inspirer le cinéma. L'armée de l'air parle d'un phénomène naturel qui a trompé les radars et réaffirme que les ovnis n'existent pas, même s'il existe un pourcentage de cas inexplicables. With respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with to any conceivable threat to the United States. Puis, l'armée de l'air crée Blue Book, un programme qui a pour mission d'éduquer le peuple américain, c'est-à-dire lui apprendre à ne plus voir des ovnis partout. En réalité, un officier supérieur et 2 secrétaires vont se contenter d'enregistrer les témoignages, tandis que Allen Hynek devra ridiculiser les plus absurdes d'entre eux. Une douzaine d'années s'écoulent, mais les ovnis sont toujours là. Devant les moyens ridicules de Blue Book, l'opinion commence à soupçonner le gouvernement de cacher une étude à un autre niveau. Historiquement, il est vrai que les ovnis ont été classés au plus haut niveau de secret d'État, encore supérieur à celui qui a protégé la fabrication de la bombe atomique. Allen Hynek lui-même commence à avoir des doutes et il suggère la création d'une commission d'enquête scientifique qui devra analyser le rôle exact de Blue Book. Au grand désespoir de l'Air Force, la commission, qui comprend notamment Carl Sagan, suggère qu'il vaudrait mieux analyser sérieusement les archives de Blue Book au lieu de les mépriser. Le problème, c'est que les universités américaines refusent d'analyser ce sujet ridicule. Il faudra 2 ans et $500 000 pour que l'Air Force passe un accord avec l'Université du Colorado. Mais avant que l'étude ne commence, le scandale éclabousse le directeur de cette étude, Edward Condon. Une fuite permet aux ufologues de rendre publique une note confidentielle de son adjoint destinée à rassurer la communauté scientifique. Cette note précise que la commission Condon fera semblant de croire aux soucoupes volantes pour mieux prouver qu'il est impossible d'en trouver une seule. Et en 1969, comme souhaité par l'Air Force, Edward Condon conclut à la désespérante impossibilité de conclure selon son immortelle formule. Sur les 10 000 cas archivés par Blue Book, 600 dossiers resteront à jamais non classés, c'est-à-dire inexpliqués. La légende des X-Files est née. Allen Hynek a échappé au scandale de la commission Condon car l'Air Force l'en a écarté. Elle n'a plus confiance en son debunker qui commence à être écœuré du rôle qu'on lui fait jouer. C'est alors qu'Allen Hynek fonde le QFOS, son association avec laquelle il définit les 3 typologies du phénomène. La rencontre du premier type, c'est-à-dire l'observation de boules lumineuses, la rencontre du deuxième type, c'est-à-dire l'observation rapprochée d'un engin inconnu, et la célèbre rencontre du troisième type. Dans son partenariat finissant avec l'Air Force, une dernière épreuve attend Allen Hynek en compagnie du secrétaire de l'Air Force. Ils ont été convoqués par le Congrès qui voudrait comprendre ce qui se passe avec les ovnis et surtout avec l'argent public. Mais en présence de son patron, le Dr Hynek sait qu'il devra se taire. Good luck, doctor. Well, I don't need it. Thank you. En 1964, Allen Hynek avait interrogé Lonnie Zamora, le shérif de Socorro, acteur malgré lui d'une célèbre rencontre du troisième type. Wendy et moi, nous avons tenté de faire la même chose, c'est-à-dire rencontrer Lonnie en passant par un de ses copains, Jacob Zingerle. C'est un morceau de jumbo, le cylindre dans lequel on a fait exploser la bombe atomique à Trinity Site. Le Nouveau-Mexique a toujours été un endroit où les hommes contemplent les étoiles. Nous avons eu la première explosion atomique. Les savants allemands du programme Paperclip ont été transportés ici au Nouveau-Mexique, où le Dr Von Braun a développé le programme spatial. Tout a commencé ici. C'est pour ça que les gens du Nouveau-Mexique considèrent avec beaucoup de sérieux la question du voyage spatial et de la vie extraterrestre. Quand est-ce que vous avez appris le crash de la soucoupe volante à Roswell?
2 ans plus tard, je crois que c'était une soucoupe volante, mais ils ont fait une sorte d'opération de camouflage. Le gouvernement a fait en sorte que personne ne sache rien. Je pense qu'il y a des voyages spatiaux entre les planètes. Il doit y avoir d'autres planètes comme la Terre dans l'univers, c'est certain. En fait, les gens qui vivent sur Terre ne viennent peut-être même pas d'ici, mais d'une autre planète. On les a balancés ici comme on balance un chat ou un chien dont on veut se débarrasser et qu'on abandonne quelque part. Je pense que ça s'est passé comme ça sur la Terre. Allen Hynek disait que les témoignages connus ne sont que la partie visible de l'iceberg, car la plupart des gens se taisent parce qu'ils ne veulent pas voir leur vie gâchée par le ridicule ou par une encombrante célébrité. J'en ai eu la preuve ce jour-là. Le gars ne veut pas sortir. Je sais, il est là, sa voiture est là. Le cas de Lonnie n'a jamais pu être expliqué d'aucune manière, même par le canular. Et c'est pour cette raison que Socorro est devenu un lieu de légende que l'on retrouve dans le cinéma américain. À l'époque, Lonnie est en patrouille de routine quand il prend en chasse un véhicule en excès de vitesse. Soudain, une lueur attire son attention dans le désert. En bon policier, il abandonne la poursuite pour aller voir de quoi il s'agit. Sur le web, j'ai trouvé un document réalisé par les ufologues américains, une image qui représente ce que le shérif voit à ce moment-là. Quand il s'approche, Lonnie aperçoit 2 petits êtres en combinaison blanche qui se précipitent immédiatement dans leur engin pour décoller sans aucun bruit. Lonnie consigne l'affaire dans un rapport officiel et bien entendu, la presse s'en empare immédiatement, lui faisant faire le tour du monde et la faisant entrer dans la légende. Une légende que connaît bien Lawrence Romero car il a débuté dans le métier avec Lonnie. Quand on a eu cette observation d'OVNI ici à Socorro, j'étais un jeune officier de police de 20 ans et je venais juste d'être engagé. Je connaissais très bien Lonnie Zamora. Avec du recul, quand on regarde ce qu'il a vécu, le traumatisme qui en a découlé, l'humiliation et tout ça, je pense qu'il regrette toute cette affaire. Okay, we're going to be by the airport off the side road here, coming off the old 85 bridge. I know Lonnie. Je connais Lonnie et je pense qu'on peut lui faire confiance, mais ça a très probablement détruit sa carrière. More likely destroyed his career. Je pense que ça a été très dur pour lui et je lui exprime toute ma sympathie, mais je pense que tôt ou tard, on lui rendra justice. Ce qui est troublant, c'est qu'il est arrivé exactement la même chose et à la même époque dans le sud de la France, en Provence. Le témoin est un producteur de lavande qui s'appelle Maurice Mas. Maurice est au travail dans son champ quand il voit une chose bizarre se poser dans ses lavandes. Il s'approche, identifiant une voiture populaire de l'époque qu'il va aller décrire aux gendarmes. Les gendarmes retranscrivent son témoignage dans un dessin officiel avec un ovni qui ressemble étrangement à celui de Socorro. La seule différence, c'est que les 2 extraterrestres ont paralysé Maurice pour protéger leur fuite. On ne saura jamais s'il a été paralysé de terreur par un hélicoptère de la base militaire toute proche qui existait déjà à cette époque. Cependant, Valence seul n'est pas devenu sans raison l'autre cas légendaire de rencontre du 3e type. Il y a encore autre chose de très intriguant dans le cas de Maurice Mas et que l'on ne peut comprendre qu'en allant sur place. Il ne s'agit pas de rencontrer Maurice. Aujourd'hui, tout comme Lonnie, il ne veut plus parler. Il préfère oublier cette histoire et sa mauvaise célébrité. 2 choses qui lui ont gâché la tranquillité et la douceur de vivre dans la capitale mondiale de la lavande. Mais on peut toujours en parler avec l'adjoint au maire, Maurice Chassepoul. Ça a eu une retombée exceptionnelle, ça a fait du bruit, comme on dit. Mais c'est vrai que depuis, systématiquement, les gens viennent, demandent, s'informent, des années après. Mais
les gens s'informent. Mais où est-ce qu'on peut voir le lieu où la soucoupe s'est posée? Est-ce qu'il est vrai que l'herbe depuis n'a pu repousser? Bon, elle est restée quelques temps de repousser, c'est vrai, mais depuis elle a quand même repoussé. On a des gens du monde entier qui continuent à venir. Alors au moment où la soucoupe s'est posée, où cet ovni, cet objet volant non identifié s'est posé, alors là ça a été... Mais personne, même Maurice Masse en avait assez. Il est parti d'ailleurs. Et au bout de quelques jours, on l'a plus vu. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça ajoute encore quelque chose au charme du village, parce qu'on a un village charmant. On n'a jamais fait de publicité particulière pour la soucoupe volante, mais on en parle quand même. Avec Maurice, nous sommes les quelques personnes qui de Valençol ont vu le soir même les traces sur le terrain. Et bien entendu, on s'est posé la question toute simple, qu'est-ce qui a bien pu se poser? Ça ne peut que nous alerter, nous mettre sur une piste où l'on peut aller beaucoup plus loin et peut-être qu'un jour, les scientifiques nous expliqueront ce qu'il en est de ces traces sur le terrain. Max Demolle est le maire de Valençol qui m'a parlé du deuxième ovni tombé il y a 10 ans dans le champ de son frère Maurice. En réalité, cet ovni n'en était pas un, mais son explication rationnelle vient paradoxalement au secours de ce que pensent certains ufologues. Je ne sais pas si c'était le vent ou si c'est... Enfin, du côté nord, c'était pas loin, les tiges. Et du côté sud, ça allait à 40 mètres au moins. Alors des gens sont venus depuis voir. Des gens qui croient beaucoup aux ovnis et ils ont plutôt cru que c'était des ovnis, eux. Mais moi, je sais pas si c'était un avion à décollage vertical ou si c'était simplement la foudre. En 1989, il est probable qu'il s'agissait de la foudre, attirée par les antennes radars situées à proximité. Et voilà ce qui est intéressant. Les radars émettent de très puissants champs de micro-ondes, dont certains ufologues pensent qu'ils peuvent perturber le vol des ovnis. Car ces mêmes ufologues pensent que les soucoupes volantes utilisent les micro-ondes comme énergie motrice. Ainsi, il y aurait une explication à l'ovni de Valençol en 1965. Il aurait été affaibli par les micro-ondes et il serait allé se poser dans le champ de Maurice Masse. C'est là qu'intervient l'ovni de Roswell, car les ufologues pensent que le célèbre crash du Nouveau-Mexique est dû à une perturbation par des radars militaires. Vaste mystère qui, en tout cas, ne semble pas perturber outre mesure l'ami Jeannot. Ma foi, c'est flou, c'est pas net et ça reste comme ça, depuis des années. Hein. Et on peut pas dire ni c'est vrai, ni c'est pas vrai, ni il est venu quelque chose, mais quoi? Alors on téléphonait de partout, à la gendarmerie on téléphonait tout le temps, on y téléphonait d'Amérique, même à la gendarmerie. Vous êtes à la gendarmerie de Valençol, d'ici, de là. Alors ça bouillonnait, comme on dit. C'est une chose mystérieuse, hein. Je vois pas, hein, ce qu'on pourrait raconter, hein. Je vois pas déçu, hein. Comme on dit, ça a été classé. Et alors voilà, hein. On pourra aller boire un coup après, hein. Alex écoutait mon histoire, qui en arrivait aux années 1970, c'est-à-dire au moment où Allen Hynek va travailler au scénario du film Rencontre du troisième type. Même si je fais confiance à l'imagination des scénaristes américains, je me suis toujours demandé d'où avait bien pu sortir l'image des petits hommes gris. Leur histoire commence en 1977, date à laquelle Jesse Marcel se libère d'un secret qui le mine depuis 30 ans, c'est-à-dire quand il était officier de renseignement technologique à Roswell, la base d'où est partie la bombe d'Hiroshima. Et Jesse Marcel raconte une histoire oubliée, mais qui fit le tour du monde en 1947. Un premier communiqué officiel de l'Air Force a annoncé que Jesse Marcel avait expertisé une soucoupe volante accidentée. Puis, un second communiqué émanant du général Ramey a démenti l'information. Enfin, le général Ramey a organisé une conférence de presse où Jesse Marcel a identifié les débris d'un ballon météo, source de la méprise avec une soucoupe volante. En 1977, les médias américains relancent l'affaire Roswell. It was not anything from this earth that I'm quite sure of. Because I was being an intelligence officer, I was familiar with just about all materials used in aircraft and air travel. This is nothing like that. Ainsi débute le mythe qui va inspirer les films et les téléfilms américains que nous connaissons aujourd'hui.
one thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. Absolutely none. We knew that it was a cover story, and whose idea it was, I haven't the vaguest idea. La presse interroge les habitants de Roswell, comme Glenn Dennis. On apprend que les débris de la soucoupe volante ont été mis au secret dans un hangar avec 4 petits cercueils. Glenn rapporte alors le témoignage de sa fiancée de l'époque, qui était infirmière à la base militaire de Roswell. Il dit avoir oublié si c'était Adeline, Joyce ou Claudia, mais il se souvient des dessins qu'elle a réalisés pour lui, après avoir participé à l'autopsie d'un étrange cadavre. Glenn reproduit ces dessins pour la presse, qui associe leur image aux 4 petits cercueils. La légende des cadavres extraterrestres de Roswell est née. Légende? Pas tout à fait. Car la presse découvre que le secret de Roswell a été transféré à Wright Field, où le général Twining est alors chef du renseignement de l'Air Force. Les médias s'intéressent à lui et exhument sa déclaration publique de 1947. Les soucoupes volantes ne sont pas des essais militaires. Les témoins ont vu quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Comme Twining ne parle pas de ballon météo, et grâce à la loi sur la liberté de la presse, on exhume aussi une note secrète qu'il a adressée en 1947 au Pentagone, où il affirme que le phénomène est réel, ni hallucination, ni fiction. Loin de l'agitation médiatique autour de Roswell, Allen Hynek est alors en train de préparer sa collaboration au film de Steven Spielberg. Il se rend à l'ONU pour tenter de mobiliser l'opinion mondiale au sujet des ovnis. C'est l'époque où les amusants petits hommes verts de grand-papa deviennent nos très sérieux petits hommes gris d'aujourd'hui. À partir de là, l'Air Force va s'empêtrer de plus en plus dans ses explications. Dans un rapport aussi épais qu'un bottin de téléphone, curieusement hypertrophié pour un simple ballon météo, le crash de Roswell sera rectifié en ballon espion et les extraterrestres expliqués par des dummies, c'est-à-dire de simples mannequins anthropomorphiques. Le problème, m'a-t-on dit, c'est que tout ça ne tient pas la route. Et j'ai vraiment envie de croire Wayne Madsen, un ancien de l'US Air Force, quand il démonte tranquillement ses versions de l'affaire Roswell. Avant que nous n'allions nous-mêmes à Roswell, Wendy avait suggéré une rencontre avec Wayne, qui fut d'abord aviateur, puis ingénieur aéronautique au sein de l'Air Force. Quand il était pilote de bombardier au Laos, Wayne a personnellement pourchassé un ovni. Puis, il a testé des missiles et des avions secrets sur la base de Holloman, ici, au Nouveau-Mexique. Décidément, Holloman tenait beaucoup de place dans cette histoire, et je devais découvrir que ce n'était pas fini. Vous me demandez si le US Air Force, pas nécessairement l'Air Force, mais aussi le gouvernement américain, camoufle les informations à propos des ovnis. Ma réponse est oui. J'ai découvert que l'engin qui est censé s'être écrasé à Roswell n'avait pas la forme d'une soucoupe volante, mais plutôt la forme d'un boomerang. Il y a eu des tas de rumeurs qui ont circulé. C'était un ballon espion, mogul, c'était un ballon météo. On a même cherché à savoir si ce n'était pas une fusée V2 qui aurait volé jusque-là avec une paire de singes dans le nez. Puis ils ont dit, d'accord, les extraterrestres supposés avoir été vus à Roswell n'étaient que des dummies, des mannequins anthropomorphiques. Malheureusement, ils ont fait une petite erreur parce que les dummies n'ont pas été utilisés à Holloman avant le 1er mai 1953 et l'affaire de Roswell date de 1947. Aussi, ça fait une petite différence là. Est-ce que je crois personnellement aux ovnis? Oui, je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, nous continuons à dire que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable. Des scientifiques ont découvert une onde de gravité qui se déplace à 310 fois la vitesse de la lumière. Si elle voyage à cette vitesse-là, les vastes distances entre nous et les systèmes solaires les plus proches ne sont plus aussi vastes que ça. Je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Maintenant, est-ce que ce sont des engins de notre planète, des engins de notre dimension, des engins pilotés par un groupe secret d'aviateurs, des US Air Force? Je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien le savoir. But I sure would like to know.
sommes arrivés au cœur de la légende. Et comme tous les touristes qui viennent ici pour acheter des souvenirs, nous avons flâné dans la ville avant de nous rendre au musée. J'avoue que je me demandais si j'allais vraiment voir un morceau de soucoupe volante. De ce point de vue, j'ai été un peu déçu. Mais la rencontre avec le fondateur du musée fut néanmoins très étonnante. En 1947, Walter Haut était porte-parole de la base de Roswell et depuis longtemps, Wendy voulait lui arracher son secret. A-t-il vu, oui ou non, les cadavres des extraterrestres ? Vous êtes l'homme qui a annoncé au monde que l'armée de l'air des États-Unis avait en sa possession une soucoupe volante. Le colonel Blanchard, qui était le commandant de la base à cette époque, m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « J'ai des informations à vous donner et je veux que vous en fassiez un communiqué de presse. » La seule chose dont j'étais sûr était le fait que nous avions en notre possession une soucoupe volante et que nous l'avions finalement expédiée au degré hiérarchique supérieur. En tant que citoyen américain, qu'est-ce que vous pensez de ce camouflage de l'affaire Roswell? Je pense qu'une opération de camouflage a été conçue de manière à ce qu'on pense que c'était un ballon mogol ou un autre genre de ballon. Mais mon sentiment personnel est que c'était quelque chose qui venait de l'espace. Et puis, nous sommes allés visiter la base de Roswell, qui est aujourd'hui un aéroport civil. Une bonne nouvelle, car je voulais survoler Corona, l'endroit où la soucoupe volante s'est écrasée, pas très loin d'un ranch. Mais auparavant, nous avions rendez-vous avec Dennis Balthazar, un collègue de Wendy, historien de l'affaire Roswell. Tous les trois, nous nous sommes retrouvés dans le fameux hangar 84, l'asile du mystère qui conservera à jamais le secret des débris et des cercueils qui furent entreposés là, sous bonne garde, en 1947. This is not something that should be laughed at. Ce n'est pas quelque chose dont on puisse se moquer. Il n'y a pas de quoi rire, parce que des vies humaines ont été menacées. J'en ai fait moi-même l'expérience en 1997. Un homme dans l'Oklahoma avait un morceau des débris, alors j'ai pris rendez-vous pour le rencontrer. J'avais découvert que c'était un policier militaire affecté ici en 1947. Arrivé en Oklahoma, je n'ai pas pu le voir. J'ai été intercepté. Au lieu de ça, je me suis vu rencontrer deux gars qui ont prétendu être des officiers de l'US Air Force et agents spéciaux de renseignement. Ça a changé ma vie. Donc, l'affaire Roswell, c'est du sérieux. Il s'est passé quelque chose à Roswell. Et on essaie encore de le cacher aujourd'hui. Il y a eu trop de témoins impliqués dans cette affaire. Plusieurs centaines ont été questionnés à ce propos. Et beaucoup d'entre eux ont été menacés de mort. Et c'était sûrement pas à cause d'un ballon météo ou d'un mannequin anthropomorphique. Quand votre vie est menacée, ça devient sérieux. Aux États-Unis, nous avons la loi sur la liberté de l'information qui permet aux particuliers d'interroger les agences gouvernementales. Mais elle a ses défauts. Les stratégies de retardement qui sont utilisées, les mensonges qui vous sont glissés ou l'indifférence qui vous est opposée. Nous devons être crédibles. Nous devons être soutenus. Nous devons avoir des pièces écrites. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur les témoignages. Peut-être que les témoins sont une des clés majeures pour comprendre l'affaire Roswell, mais il nous faut de la documentation. Je veux croire. Je ne suis pas suffisamment égoïste pour penser que je suis la seule chose dans tout l'univers. J'espère bien que non. Est-ce qu'une soucoupe volante s'est écrasée ici, dans ce désert du Nouveau-Mexique, il y a une 50aine d'années? Qui peut le savoir? Alex a eu la même réaction d'incrédulité que j'ai eue moi-même. Tous mes amis américains parlaient d'un complot de leur gouvernement. Certes, les USA sont un État fédéral où la tradition des pionniers est de se méfier du pouvoir central. Mais je devais découvrir qu'il n'y a pas que l'Amérique profonde qui dénonce le complot.
En 1990, le Congrès s'intéresse à nouveau à la manière dont l'Air Force traite le problème OVNI. Soutenu par le public, le sénateur Stephen Schiff crée une commission d'enquête sur l'affaire Roswell au sein du GAO, l'organisme qui contrôle l'utilisation de l'argent public. Mais l'Air Force prétend que les archives ont disparu. Get the complete runaround by the Defense Department to be referred to an agency that's supposed to have the documents and they don't have the documents is something I've just never experienced before. Et alors que le sénateur n'a pas terminé son enquête, l'Air Force publie un nouveau rapport portant la mention « Affaire classée », une provocation. I think the Department of Defense is acting like there's a cover-up, even if in fact there is no cover-up. Et puis, en 1995, c'est le scandale de l'autopsie de Roswell. Un scandale parce qu'on a dit que ce film était une escroquerie. Mais personne n'a prouvé l'escroquerie. On a simplement cru sur parole d'honnêtes citoyens qui ont miraculeusement retrouvé un autre film qui montrait la fabrication du mannequin. La seule vérité dans cette affaire, c'est son double impact. Elle a habitué le public à l'idée extraterrestre et elle a ridiculisé l'enquête du sénateur Schiff. Dans le contre-espionnage, on appelle ça information, désinformation. Stephen Schiff mourra 3 ans plus tard, à 51 ans, sans avoir percé le secret de Roswell. Mais un autre sénateur a voulu savoir si les extraterrestres de Roswell avaient été entreposés à Wright Field en 1947. Quand il était président de la commission du renseignement, Barry Goldwater a interrogé le général Ramey, l'organisateur de la mise en scène du ballon météo. I've never heard him get mad, but he got madder than hell at me, cussed me out, said don't ever ask me that question again. Et il y a encore des astronautes pour dénoncer le complot. L'un d'entre eux rejoint le point de vue de tous ceux qui imaginent que le secret est caché dans le désert du Nevada, au cœur de la mystérieuse base 51, celle qui fait rêver tous les espions, les ufologues et les cinéastes de la planète. Edgar Mitchell représente un courant ufologique qui pense que la technologie extraterrestre est déjà sur Terre, mais utilisée par des humains après la capture d'un ovni ou d'une négociation avec les extraterrestres. Many of the sightings that people around the world are making now are not due to alien technology, to aliens, but to humans using an alien technology. There is reason to believe that some technology has been utilized by perhaps government and military people. On the other hand, our current government and military is totally naive about this. In other words, it's been separated away from government. And that's very alarming. Gordon Cooper n'est pas en reste, le célèbre Gordo du programme Mercury. Gordo a été personnellement confronté au problème OVNI et, par un ami pilote basé à Roswell en 1947, il sait que toute l'affaire cache quelque chose. Gordo a lui aussi tenté de mobiliser l'ONU et il continue son combat aujourd'hui. Gordo a repris le flambeau de la vérité que Allen Hynek a porté toute sa vie. C'est en 1986 que le bon docteur Hynek est mort, emportant son secret dans la tombe. Ce secret, je ne devais le comprendre qu'après avoir rendu visite à celle qui fut la meilleure amie et la plus fidèle collaboratrice de Allen Hynek. Comme c'était également une amie de Wendy, c'est Wendy elle-même qui m'a emmené dans le Colorado pour rencontrer Jenny Zeidman et son mari Gordon. Ce fut une rencontre très émouvante et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas immédiatement réalisé l'importance d'une information que Jenny a glissée au milieu de ses souvenirs tandis qu'elle bavardait avec Wendy. Mais il est vrai que pour comprendre le secret d'Allen Hynek, il me restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais tu vois, Wendy, à l'époque où le projet Blue Book n'existait plus, après quoi, 20 ou 21 années, je pense que l'Air Force en était arrivé à haïr Allen Hynek et que Allen Hynek en était arrivé à haïr l'Air Force. Allen Hynek avait fini par reconnaître que les ovnis étaient un véritable mystère scientifique et il voulait résoudre ce mystère pour le simple plaisir de le résoudre. Scientific mystery. And he wanted to solve this mystery for the joy to solve
the mystery, the Air Force wanted him L'Air Force lui demandait de donner des explications simples au cas d'OVNI qu'elle lui fournissait. that they provided. And they provided. Mais elle fournissait ce qu'elle voulait. I think he died. Je pense qu'il est mort satisfait de savoir qu'on se souviendrait pour toujours du travail qu'il a accompli avec l'Air Force, With the job that he had with the Air Force. mais aussi de lui en tant qu'inventeur de l'expression « rencontre rapprochée du troisième type ». Il était heureux d'avoir fait commencer les gens à réfléchir et je pense qu'il est mort avec cette satisfaction. Il savait qu'on se souviendrait de lui. Mais en même temps, il pensait qu'il aurait pu faire beaucoup And at plus. the same time feeling that he could have done so much more. I believe there is a conspiracy. Je crois qu'il y a un complot de l'Air Force et du gouvernement vis-à-vis de l'information de l'opinion publique. Pourquoi ce complot? Est-ce parce que le gouvernement, qui est le père du peuple, pense en tant que père que l'enfant n'est pas assez adulte pour connaître la vérité? Mais il y a une autre possibilité. Peut-être le gouvernement est-il aussi perplexe que n'importe qui à ce sujet et il ne veut pas que le public sache qu'il est tout aussi ignorant que lui. As puzzled as everyone else is, and they do not want the public to know that they are also ignorant of the true facts. I will tell you that a month before Je vais te dire qu'un mois avant sa mort, il m'a fait venir dans sa maison de Scottsdale pour un adieu. we both knew it was a goodbye. Nous savions tous les deux que c'était un adieu. And he said to me, Et il m'a dit, do you think vous pensez que c'est tout ce qu'il y a? this is all there is? What he meant was, Ce qu'il voulait dire, c'était, is there an afterlife? y a-t-il un au-delà? What is there Qu'est-ce qu'il y a Do you think après this la is vie? all there is? Pensez-vous que c'est tout ce qu'il y a? And I said, Et je lui ai dit, I don't know. je ne sais pas. And we held hands for a Nous moment. sommes tenus la main un And instant. that was the last time I saw Alan Hynek. Et c'est la dernière fois que j'ai vu Alan Hynek. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Washington pour discuter avec Richard Hall, sans Wendy, mais grâce à la chaîne d'amitié qu'elle avait organisée. Il y a un point commun entre Jenny et Richard. Richard fut le meilleur ami et le plus fidèle collaborateur du commandant Keyhoe, l'autre monstre sacré de l'ufologie avec le docteur Hynek. D'ailleurs, le destin ne fait jamais rien par hasard, puisque Donald Keyhoe et Allen Hynek sont devenus amis après avoir été adversaires dans leur quête commune de la vérité. Aujourd'hui, Richard est lui-même devenu une légende vivante parce qu'il est l'héritier des deux hommes. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Afin que 20 ans de sueur, de larmes et de sang ne soient pas perdus, j'ai fondé le FUFOR, qui a récupéré toutes les archives du NICAP de Keyhoe et du CUFOS de Hynek. Et un jour, nous finirons bien par savoir la vérité. » I'm trying to remember the year. J'essaie de me souvenir en quelle année c'était. Je pense que c'était en 58 ou 59. Le colonel McCoy était déjà retraité de l'Air Force à ce moment-là. If they are humanoid, there can be humanoids picked out, since the range of size, shape, and color on this planet covers almost the entire spectrum, that it almost dictates the fact that there would be, let's say, agents of the space people, wherever they come from, living among us at the present time and having been here over the last 100 years.
Quand je travaillais avec Donald Keyhoe, nous formions une bonne équipe parce qu'il savait comment fonctionnait le gouvernement et l'armée, car il était diplômé de l'Académie navale. Il était licencié en ingénierie, c'était un pilote très expérimenté, il avait une incroyable expérience d'aviateur. Je pense que le commandant Keyhoe a fini par conclure que c'était le CIA qui était derrière le secret visant les ovnis. En fin de compte, la raison pour laquelle ni le CIA, ni quiconque au gouvernement, ni même les médias ne sont capables d'aborder le sujet, c'est qu'il est trop complexe, trop difficile à comprendre. Les implications sont tellement vastes qu'il est beaucoup plus facile de dire « bon, c'est pas vrai ». Je pense que la vérité sur Roswell finira par être connue, mais j'aimerais préciser que cela n'a aucune importance. Mais admettons qu'on se soit trompé et qu'il s'agisse d'un test secret de notre part. Ça n'explique toujours pas les 50 dernières années d'observation d'OVNI. Ça n'explique rien du tout. On a des engins qui volent dans tous les sens, qui laissent toutes sortes de traces physiques et qui ont la même forme partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est? Ces gens-là ne viennent peut-être même pas de l'espace. J'aime dire qu'ils viennent d'ailleurs. Par ailleurs, je suis ouvert à tout. Depuis les univers parallèles jusqu'aux voyageurs spatio-temporels, quoique sur le plan philosophique, j'ai quelques réticences envers le voyage dans le temps. Ils pourraient être des humains venus du futur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et je n'ai vraiment pas envie de spéculer sur ce genre de choses, mais je pense qu'il y a eu des rencontres face à face, les yeux dans les yeux, avec des êtres venus d'ailleurs, et qui ne sont pas d'une culture classique ou identifiée sur Terre. C'est comme ça que je pourrais exprimer la chose. On ne sait pas, tout simplement. C'est une des grandes questions qui sont aujourd'hui sans réponse. Il faut en même temps une bonne dose de patience et un grand sens de l'humour parce que les ovnis ne m'ont absolument pas rendu riche. Mais je garde bon espoir, surtout à cause de ma dernière publication qui est plutôt énorme en fait. Elle fait autour de 800 pages entre le texte, les dessins et les photos. J'aimerais dire à la nouvelle génération et même aux gens plus âgés, étudiez l'histoire sérieuse des ovnis parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de preuves, une grande surprise vous attend parce qu'il y a une énorme accumulation de preuves. Allen Hynek appelait même ça une embarras de richesse. C'était l'une de ses expressions. Il y a une sorte de déconnexion entre toutes ces preuves et la connaissance que les gens en ont. Et nous travaillons dur à rétablir cette connexion. Alex était impatient de savoir si Richard Hall et Allen Hynek avaient découvert le même secret. Mais pour comprendre, il faut d'abord admettre ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui. L'existence d'une civilisation extraterrestre est probable, c'est-à-dire non prouvée, mais suggérée par les probabilités mathématiques. Ensuite, on peut aborder la question ouverte par Richard Hall. Les ovnis sont-ils des objets matériels ou des portes spatio-temporelles? Dans tous les cas, sont-ils vraiment sans danger pour nous? Cette dernière question a été sérieusement posée en 1999 à Paris par un groupe de personnalités civiles et militaires qui avaient l'habitude d'analyser l'évolution générale du monde au sein de l'Institut des hautes études de défense nationale, un organisme gouvernemental français. Ce groupe de réflexion a produit un rapport qui a été publié dans les kiosques avec le titre « À quoi doit-on se préparer ?» et qui a été parallèlement adressé au gouvernement français. Il recommandait de sortir les ovnis du ridicule où on les enferme généralement, car un jour, on pourrait avoir des problèmes, notamment dans le domaine de la sécurité aérienne. Cet événement, ajouté à ma rencontre avec Richard Hall, a constitué l'engrenage infernal qui m'a poussé à continuer mon enquête. First of all, the objects are not unidentified. We know what they are. Second, in many cases, in most cases, they're not flying. And finally, in many cases, they are not even material objects. Donald Menzel incarnait une approche qui consiste à ramener l'ensemble du phénomène à des illusions de la nature, comme l'aurore boréale, ou à des illusions humaines, comme les rentrées atmosphériques, les ballons stratosphériques et les avions secrets de toutes sortes. Bien entendu, sans oublier les vrais canulars, comme certains films ufologiques qui prétendent montrer une authentique soucoupe volante vénusienne. Donald Menzel s'attaquait aux ovnis en scientifique, ce que ne sont pas les sociologues, qui se contentent du fantasme pour tout expliquer. Le grand psychologue Carl Jung proposait quant à lui une explication poétique,
affirmant que les soucoupes volantes sont la projection d'un mandala, le disque symbolique de la plénitude. Mais le problème est ailleurs, puisqu'on voyait déjà des ovnis au XVIIe siècle et que les pilotes d'aujourd'hui continuent à en voir. Allen Hynek disait qu'il faut toujours chercher le signal au milieu du bruit. Traduit chez les aviateurs qui voient des ovnis, cela veut dire qu'au milieu des témoignages visuels, il faut chercher ce qui est confirmé par un signal radar. J'ai évoqué cet aspect du problème avec 3 moustachus, c'est-à-dire 3 vétérans chevronnés. Jean-Charles Duboc est un ancien commandant de bord sur avion civil. Il a croisé un ovni en vol au-dessus de Paris en 1994 et il a témoigné ensuite, ce qui est rare. Bernard Norlin est ancien général d'armée aérienne et ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Il était dans cette fonction quand est sorti le rapport dont j'ai parlé. Quant à Jack Crean, c'est un ancien leader solo de la patrouille de France. Comme Jean-Charles, il a vu un ovni, mais c'était il y a longtemps. Le steward qui était dans le poste, la copilote, puis moi-même avons vu un objet absolument énorme nous passer devant nous et s'arrêter à 25 nautiques de notre position. Il avait une dimension de 2 à 300 mètres, comme une espèce de très grosse lentille rouge sombre avec des bords flous. Nous l'avons observé à peu près entre 1 et 2 minutes. Nous l'avons vu devenir transparent et disparaître. Et j'ai commencé à en parler que lorsque j'ai appris qu'il y avait eu un écho-radar qui était enregistré sur ce phénomène par le centre de Taverny. Moi, avec le recul, j'ai pris ça, comme une démonstration de puissance technologique d'une civilisation extraterrestre qui nous dit, ben voilà, vous n'êtes pas seul dans l'univers, voilà ce que nous savons faire. Moi, personnellement, ce que ça m'a fait, c'était de m'intéresser à l'astronomie. Parce qu'on parle d'OVNI, mais les gens n'ont aucune connaissance en astronomie. Je pense qu'il y a une ouverture sur l'univers qui est en train de se faire et c'est très important d'enseigner l'astronomie à des jeunes. Moi, personnellement, je ne crois pas, tout au moins en première analyse, aux ovnis. D'abord, en tant que pilote de chasse, moi, j'ai jamais été témoin de phénomènes un peu bizarres. En revanche, je connais de nombreux pilotes, de mes camarades, de pilotes de chasse. Il y a de nombreux témoignages de telles observations. J'étais pendant 2 ans commandant de la défense aérienne, donc en charge de la surveillance de l'ensemble de l'espace aérien français. Il n'y a eu qu'un seul cas vraiment où il y a eu de nombreux témoignages très concordants sur un phénomène qui était inexpliqué. Et en fait, on a réussi à l'expliquer. C'était la rentrée dans l'atmosphère d'un morceau de satellite russe à l'époque. À partir du moment où il y a effectivement des phénomènes qu'on n'a pas expliqués de façon rationnelle là, dans l'immédiat, je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un groupe d'anciens auditeurs de l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale, qui sont venus me trouver pour voir s'ils pouvaient constituer un groupe de réflexion et de travail là-dessus. Bien sûr, j'ai dit oui parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Je vous rappelle que l'Institut des hautes études de défense nationale travaille sur les questions de défense et de sécurité avec des auditeurs civils et militaires en même temps. Peut-être que derrière, il y avait des problèmes au niveau de la défense et de la sécurité. Donc j'étais tout à fait d'accord pour qu'ils constituent ce groupe et qu'ils travaillent. Maintenant que derrière ça, je vous dis, ça pose pas d'autres questions en creusant, bon, mais un complot mondial, je crois pas du tout. Je pense pas qu'il y ait eu un phénomène de secret mondial, vous voyez, pour étouffer ce genre d'affaires. Pendant un entraînement en vol de nuit avec les Mirages, rassemblement de nuit au radar, j'ai vu, et mon coéquipier également, quelque chose qui nous a évidemment interpellés et qui ne correspond toujours pas, moi, à l'état actuel de mes connaissances aéronautiques, quelque chose auquel je puisse donner une explication. Je dirais un objet lumineux qui se déplaçait alternativement entre le chasseur et la cible. Je voyais ça un peu comme un fuselage d'avion de ligne avec des hublots, un peu des lumières, une grande lumière intérieure, et à chaque fois qu'on se dirigeait sur lui, ça partait, je disais, mais vitesse de l'éclair, quoi. Hein. Et hop, ça revenait, boum, et comme quelque chose qui observe, qui vient nous voir, etc. Donc ça s'est passé 4 fois.
D'ailleurs, on s'est interrogé longtemps. Et à l'époque, c'est vrai que on n'en parlait pas trop parce que c'était des coups, je dirais, à passer en conseil médical, avoir une... Alors, comme dans nos visites médicales, il y a le côté physique et le côté psychologique. Bon, l'ambiance à l'époque, c'était plutôt de garder ça sous le coude, parce qu'on aurait pu passer pour un délicieux farfelu, quoi. J'ai un tas de collègues qui me disent « Attends, mais moi aussi j'en ai vu. » Je dis « Pourquoi tu parles pas ?» Je vais pas passer pour un délicieux farfelu. C'est pas des choses qu'on puisse raconter tous les jours, puisqu'il y a des gens, ça peut briser leur carrière, ça peut déclencher des attitudes de moquerie ou de, je dirais, de dévalorisation, quoi. Je crois qu'il y a une évolution importante au niveau, je dirais, des grands chercheurs. Puisque, comme je vous disais, il y a plus de 350 témoignages qui ont été analysés dans des milieux scientifiques, dans des milieux de savants qui font ça de la manière la plus pragmatique qui soit et la plus mentale qui soit. Donc maintenant, on peut commencer à en parler. Alors le problème, c'est la manière dont on s'en empare. On va en faire encore une chose magique, extraordinaire, la guerre des étoiles, ou on va peut-être évoluer vers quelque chose de plus très intéressant. En réalité, cette évolution a commencé à l'époque de l'affaire Roswell, date à laquelle Yves Sillard était directeur du CNES, l'équivalent français de la NASA. Avant de devenir le père de la fusée européenne, puis secrétaire général à l'OTAN, c'est en 1977 que Yves Sillard a créé ce qui reste mondialement connu sous le nom de GEPAN. Alors face à quelque chose qu'on ne comprend pas, je pense que la bonne attitude scientifique, c'est d'essayer de comprendre. Et donc, on a créé le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, avec la mission d'analyser sérieusement les témoignages sur le plan psychologique, physique, sur tous les aspects, de façon à essayer de comprendre est-ce que ça se passait dans la tête des gens, ou autrement, de quoi s'agissait-il. C'est un des rares organismes au monde qui s'est attaqué, qui continue à travers son fils, ou je sais pas comment il faut l'appeler, le CEPRA, à s'intéresser de façon sérieuse et rigoureuse à ce phénomène. Le problème, si vous voulez, c'est que on est en face de phénomènes qui sont inexpliqués et qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, je pense que ça reste pour moi fondamental de conserver une attitude rigoureuse et scientifique vis-à-vis d'un phénomène qu'on ne comprend pas et qui visiblement apparaît de façon permanente dans le monde entier. Donc ça me paraît essentiel de continuer à s'y intéresser. Le GEPAN a muté en 1988 pour devenir le CEPRA, dont le directeur actuel est Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques est ainsi l'héritier de deux pionniers, Yves Sillard, dont il a hérité les archives du GEPAN, et Allen Hynek, son modèle, dont il a hérité la méthode. Le docteur Hynek disait que le témoignage humain est la seule preuve en matière d'OVNI, mais aussi en matière de justice criminelle. Donc, dans les deux cas, il faut la même rigueur, mais aussi le même respect vis-à-vis du témoignage. En France, une procédure administrative prévoit que le CEPRA reçoive une copie des témoignages officiels en matière d'OVNI. Sa principale source d'information est la gendarmerie, parce que ce corps de police est de nature militaire et qu'il est donc très présent sur l'ensemble du territoire, avec un caractère généraliste en termes de contrôle et de sécurité. J'ai eu la chance de suivre une enquête déclenchée par un témoignage dans la région de Toulouse. Jean-Jacques commence toujours par une analyse de l'environnement social du témoin, afin d'écarter les déclarations fantaisistes qui lui feraient perdre son temps. On est surpris par le fait que ces phénomènes présentent justement des caractéristiques de points lumineux qui sont observés dans le ciel. Cette personne vous semble saine d'esprit, elle n'est pas connue pour avoir un esprit blagueur, ni du point de vue de... pas connue non plus pour abus de boissons. Non, pas du tout. Ensuite, Jean-Jacques étudie l'environnement physique de l'observation, c'est-à-dire qu'il recherche tout événement inhabituel qui aurait pu être provoqué par la nature ou par les hommes. Puisque l'observation de Toulouse se situait dans le ciel, la première chose à faire était de se rendre au contrôle aérien civil le plus proche. Quand on pense contrôle aérien, on pense tout de suite au radar qui voit tout, mais c'est une idée fausse. Un radar civil ne voit que les avions qui veulent bien se faire voir, c'est-à-dire la totalité des avions commerciaux. Ils sont équipés d'un appareil appelé transpondeur qui envoie un signal à la tour de contrôle. Cependant, la tour de contrôle dispose d'un autre radar, du même type que celui utilisé par la surveillance militaire. C'est un radar dit primaire qui voit tout, donc qui voit trop de choses. Et c'est la raison pour laquelle le contrôle civil ne l'utilise jamais. C'est simplement une mémoire, une sorte de boîte noire que l'on consulte quand il y a une enquête.
C'était le cas ce jour-là. Et une surprise attendait Jean-Jacques. Et donc là, vous êtes sûr que ce ne sont pas des avions? On est à peu près sûr que ce ne sont pas des avions, surtout trois plots différents. Il n'y en aurait eu qu'un à la limite. Non, ce sont des avions inconnus sans transpondeur. C'est quelque chose d'inconnu sans transpondeur. Donc il y a quelque chose là qui pourrait être intéressant à... Quel que soit l'intrus, c'était forcément un objet, puisqu'il avait été accroché par un radar. Dans l'ensemble, les déclarations du témoin semblaient donc fiables, et il ne restait plus qu'à le rencontrer pour cerner son profil psychologique. Comme cela arrive souvent, le témoin a demandé que l'on préserve son anonymat par peur du ridicule. Pouvez-vous donc très rapidement nous situer sur un croquis la disposition de ces lumières, ainsi que la direction dans laquelle ces objets lumineux se déplaçaient? Je vous indique à peu près la géométrie et la direction. Voilà, la direction à peu près de l'engin. Voilà, je vous ai fait la géométrie et la direction. Est-ce que vous aviez, lorsque cette observation a été effectuée, vu un contour autour de ces lumières? Non, il n'y avait aucun contour. Ce qui m'a surpris, c'était ce dessin géométrique. C'est comme des ballons de football, si vous préférez, à peu près 20 cm, un peu plus. Dans mon fond intérieur, je sais que c'était pas un avion. Je sais que c'était pas un satellite. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. C'était le silence. C'est pas évident de témoigner. Et je me mets à la place des gens qui témoignent pas parce que c'est dur d'aller voir quelqu'un, de lui dire j'ai vu quelque chose. On passe pour un illuminé ou on va passer pour un gentil une gentille personne. Et c'est là où c'est le plus dur. Mais ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qui s'est passé à 5h30 du matin au-dessus de chez moi. Voilà. Pour l'instant, Jean-Jacques ne peut pas répondre à la question de Monsieur X. L'enquête va suivre son cours, elle prendra peut-être plusieurs années. Les recoupements d'informations demandent du temps et surtout des moyens que ne possède pas le CEPRA. En attendant, le dossier a rejoint les archives historiques du GEPAN. Il deviendra un jour un ballon météo ou un petit avion de tourisme en infraction, à moins qu'il ne reste définitivement inexpliqué, un véritable objet volant non identifié, comme 1% des cas traités par Jean-Jacques. Nous avons quand même une bonne approche de ce que sont les chiffres sur la réalité du phénomène OVNI, et en particulier sous deux aspects. L'aspect lié aux observations terrestres. Nous avons des archives portant sur une cinquantaine d'années qui représentent un peu plus de 3000 à 3500 témoignages pour lesquels demeure un cas sur 100 inexpliqué. Et puis nous avons le deuxième volet, et celui-là est sans doute à mon avis, le plus pertinent pour une étude scientifique rigoureuse, qui est celui des cas aéronautiques. Et si nous reprenons l'étude qui a été menée en France par Dominique Weinstein à partir des données recueillies sur des données officielles, rapport Blue Book et données françaises et internationales, on peut constater que sur les 1200 cas d'observation aéronautique rapportés depuis 1942, nous pouvons dire qu'il y a 200 cas dont nous sommes sûrs qu'ils ont fait l'objet de mesures par des instruments que sont les radars. Soit les radars du sol vers le ciel, soit des radars à bord des avions. Et donc, ce que l'on peut analyser de l'ensemble de ces 200 cas, c'est qu'il y a une répartition à l'échelle de la planète. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, il a été extrêmement difficile pour des scientifiques de s'attaquer à ce sujet des ovnis, car ce sujet est entouré d'une espèce de tabou. Des hommes comme le professeur Hynek
ont souffert justement du fait qu'ils, comme on dit, ils se sont brûlés les ailes parce qu'ils n'étaient pas en accord avec ce que leur profession, leurs collègues voulaient qu'ils soient. Mais je crois qu'aujourd'hui, le professeur Hynek est probablement le premier scientifique à avoir mis le doigt sur un phénomène qui devra trouver des explications dans les décennies, si ce n'est dans les siècles à venir. Allen Hynek avait des doutes. Donald Menzel avait des certitudes. Ce qui est amusant, c'est qu'un troisième astronome a réussi à défendre une position exactement intermédiaire. Il s'agit de Carl Sagan, mondialement connu pour être l'un des pères du SETI, ce programme scientifique de la NASA qui recherche l'intelligence extraterrestre dans les étoiles. It doesn't say that I think extraterrestrial life is impossible. Quite the contrary. I think that many of the stars in the sky have planetary systems. We know enough now about the origin of life to make it appear likely that life arises naturally on the vast bulk of these planets. It's possible, but by no means certain, that life on many of these planets evolves into beings which are as advanced as we, or more advanced. Carl Sagan incarnait une approche assez paradoxale, qui admet l'existence potentielle d'une civilisation extraterrestre, mais qui refuse l'idée qu'elle nous visite à bord de ces ovnis. Toute l'argumentation repose sur la notion du voyage. En référence aux lois physiques que nous connaissons aujourd'hui, cela consiste à dire « Il faut des centaines de milliers d'années pour voyager à travers la galaxie. Donc, il est impossible que les engins spatiaux viennent faire un petit tour chez nous, puis repartent tranquillement chez eux. » Mais au moment où nous pensons à coloniser Mars, c'est oublier un peu vite qu'il a fallu une toute petite vie de terrien, 66 ans, entre le moment où un homme a fait un bond sur la Lune et celui où un autre homme a fait un bond sur la Terre avec la première machine volante de l'histoire. C'est encore oublié qu'entre le rêve de science-fiction d'Arthur C. Clarke et la matérialisation de ce rêve fabuleux, il ne s'est même pas écoulé 20 ans. Ce que l'homme imagine un jour, il le fait tôt ou tard dans la réalité. Alors, pourquoi refuser l'idée que d'autres, quelque part dans l'univers, font exactement la même chose que nous, ou l'ont peut-être fait bien avant nous? Si nous imaginons depuis longtemps des soucoupes volantes, terriennes ou extraterrestres, c'est qu'elles viendront tôt ou tard. Pour les terriennes, c'est déjà en route. Pour les extraterrestres, qui peut prédire l'avenir? Sinon la science-fiction. La science-fiction a une valeur prédictive parce que les maîtres du genre sont souvent des scientifiques. Le mathématicien Von Neumann, collaborateur de la bombe atomique américaine, a imaginé les cyborgs, ces êtres mi-hommes, mi-machines qui envahissent le cinéma aujourd'hui. Le biologiste Asimov a imaginé 3 lois de sécurité pour contrôler l'intelligence artificielle, dont sont déjà dotés les robots humanoïdes qui envahissent notre quotidien. Pour cette raison, l'Agence spatiale européenne a lancé ITSF, un programme d'études qui demande à Patrick Geiger, directeur d'un musée de la science-fiction, de proposer des idées futuristes. L'idée de base, en fait, de l'agence spatiale, c'est de se dire, voilà, il y a 5000 auteurs ou 10 000 auteurs qui ont écrit ou qui écrivent de la science-fiction, et beaucoup de science-fiction liée à aux nouvelles technologies. Par exemple, voilà, Jules Verne a, entre guillemets, inventé le sous-marin. Est-ce qu'il n'y a pas un auteur de science-fiction qui aurait inventé quelque chose qu'on pourrait maintenant mettre en avant et développer? Il y a quand même quelque chose que je trouve assez incroyable, c'est qu'on a la possibilité, là encore, que dans 2 ans ou 3 ans, il y a un ingénieur qui travaille à 100% sur une idée qu'on avait trouvée dans Flash Gordon. Alors Flash Gordon a marqué les Américains parce qu'avant tout, donc c'était une des premières bandes dessinées quotidiennes de science-fiction qui a véhiculé tous les mythes. Et moi, je suis vraiment persuadé que le rôle principal de la science-fiction ces dernières années, c'est d'avoir permis, entre autres, la conquête spatiale, parce que toutes les personnes qui ont travaillé dans le domaine spatial entre les années 40 et maintenant sont des gens qui ont lu les Chroniques martiennes de Bradbury. Moi, je pense par exemple à l'ascenseur spatial. L'ascenseur spatial, c'est une idée scientifique qui a été reprise ensuite par Arthur C. Clarke dans un livre qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Le principe, il est assez simple. Même construisons entre l'équateur et une orbite géostationnaire un lien fixe, quelque chose de très résistant.
qui servirait vraiment de filin pour un ascenseur. Comme ça, on enverrait de façon très rapide et aisée du matériel jusqu'à l'orbite géostationnaire. Et maintenant, il y a quelques jours, la NASA vient de révéler qu'elle s'intéressait à cet ascenseur spatial et que dans les 50 prochaines années, une construction serait envisageable. Alors je pense que la science-fiction, c'est vraiment un masque révélateur, on va dire. C'est une façon de travestir la réalité pour mieux faire ressortir certains aspects. Par exemple, quand on parle, de clonage, eh bien évidemment, on pense à Aldous Huxley, qui a écrit Brave New World dans les années 30. Lui, c'est plutôt la question qu'il met en avant, c'est en quoi cette technologie de clonage a changé le monde. Et quand on prend Asimov, c'est plutôt l'impact que les êtres artificiels auront sur la société et qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher de nuire ou d'interagir de façon violente avec l'humanité. Oui, la science-fiction est éternelle par définition, mais pas dans ce qu'elle décrit, mais plutôt dans la façon qu'elle a de montrer la relation entre l'homme et l'espace, l'homme et le temps, et l'homme surtout et sa création. Quand j'étais jeune, les maîtres de la science-fiction m'ont fait rêver avec des fusées à moteur ionique qui partaient pour de lointains voyages intersidéraux. On peut imaginer ma surprise quand j'ai découvert un vrai moteur ionique dans un centre d'essai de l'Agence spatiale européenne. Mais hélas, je n'ai pas vu de moteur utilisant la magnéto-hydrodynamique, un système de propulsion révolutionnaire qui existe aujourd'hui dans les laboratoires et qui serait utilisé par les ovnis. C'était top secret ou on l'étudiait ailleurs. En tout cas, David Raitt, le responsable du programme ITSF, m'a bien confirmé que la fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Et quoique je ne sois pas très avide de science-fiction, même si j'apprécie ce genre de film, j'ai eu cette idée parce que la littérature et la bande dessinée de science-fiction sont pleines d'idées de technologie spatiale. Et donc il devait y avoir un moyen de savoir si ces idées étaient réalisables avec la technologie actuelle ou avec la technologie qui sera disponible demain matin. Quand le programme sera terminé, c'est-à-dire dans 1 mois ou 2, nous aurons une liste de ces idées que les ingénieurs et les scientifiques de l'Agence spatiale européenne pourront alors évaluer, simplement pour voir si elles sont faisables ou non, avec les technologies qu'on a sous la main. Dans notre programme, une idée qui a été évoquée est celle de l'ascenseur spatial, un moyen économique pour aller dans l'espace. C'est un Russe qui en a parlé pour la première fois aux environs de 1895. On y est revenu en 1960 et puis encore en 1975 avec une nouvelle de Arthur C. Clarke qui aborde ce concept. Et aujourd'hui, quelques 25 années plus tard, la NASA vient de publier un rapport sur le même concept, en concluant que dans 50 ans d'ici, la technologie pourra transformer cette idée d'ascenseur spatial en une application concrète qui enverra les gens dans l'espace de manière très rapide et économique. Donc, nous avons ce besoin d'explorer, en particulier cette voûte céleste piquetée de lumière que nous voyons tous les soirs quand nous regardons dehors. Il fait noir, nous voyons ces lumières, nous avons besoin d'y aller voir, nous voulons visiter ce genre de choses, parce qu'elles sont là et que nous sommes curieux. Quant à ce qui concerne la principale motivation pour la conquête spatiale, d'évidence, il y en a plusieurs, je pense. Le tourisme sera évidemment l'une de ces motivations, mais bien sûr, l'exploration sera une autre. Nous voulons voir comment se présente la vie sur la plus lointaine planète. Nous voulons savoir si la vie existe là-bas. Pourquoi notre planète, la Terre, serait-elle la seule planète de l'univers où on pourrait finalement trouver de la vie? Je ne crois pas que cela soit possible. Donc, l'exploration sera certainement l'une des motivations. Tourisme, exploration, il y en a certainement d'autres. Mais ces deux-là, au moins, sont les principales. Science-fiction ou pas, il devenait clair que la durée du voyage intersidéral était le cœur du problème, à partir du moment où on admet l'hypothèse scientifique de la civilisation extraterrestre. C'est à cet instant que j'ai abordé avec Alex l'échange d'informations dont je parlais, car il y a une manière radicale de régler le problème du voyage. The Air Force itself has officially admitted that flying saucers exist. This statement appears in Project Saucer Case number 75. Not only that,
the Air Force has officially analyzed the motives of possible visitors from space. Here is a direct quotation from the official report. Such a civilization might observe that on Earth we now have atomic bombs and are fast developing rockets. Donald Keyhoe incarnait l'approche qui consiste à dire que les visiteurs extraterrestres ne voyagent pas parce qu'ils sont déjà parmi nous. Ce n'est pas l'idée d'une invasion secrète, mais plutôt l'idée qu'ils seraient nos ancêtres. Des êtres semblables à nous-mêmes qui auraient colonisé notre planète avant le déluge et dont l'humanité conserverait la mémoire sous les traits de tous les dieux dont elle peuple le ciel. On peut sourire de cette approche, mais on peut aussi observer que dans la culture terrienne, la vie et la connaissance tombent toujours du ciel. Les textes religieux sont remplis d'allusions à des dieux, des anges, des géants ou des rois qui sont venus sur terre avec leurs chars de feu pour apprendre la soumission aux hommes et féconder leurs femmes. Et on peut encore remarquer que dans les anciennes civilisations humaines, les grands prêtres étaient toujours de grands astronomes, ou le contraire, ce qui revient au même. En matière de mystère cosmique, il y a d'évidence un lien entre le sacré et le profane. Et la meilleure preuve est que le père du Big Bang était un père de l'Église catholique, l'astrophysicien Georges Lemaître. Personnellement, j'en étais resté à Galileo Galilei, qui a failli perdre la vie à cause de cet amalgame sacrilège, au contraire du pauvre Giordano Bruno, brûlé vif en l'an de grâce 1600, pour les mêmes raisons. Nos ancêtres les extraterrestres est la version moderne de l'hérésie qui choque autant les rationalistes que les croyants religieux. Mais comme me l'a expliqué l'écrivain Gildas Bourdet, elle a le mérite de rappeler que les grands mythes fondateurs de l'humanité sont toujours un mélange de réalité et d'imaginaire. Le père Corrado Balducci est un témoin tout à fait remarquable qui s'est prononcé sur les ovnis de manière positive. Je l'ai vu moi-même à une conférence sur les ovnis en Italie, à Saint-Marin, l'année dernière. Et là, sur cet entretien, il dit, bien sûr qu'il y a des extraterrestres et un bon chrétien doit s'en réjouir car c'est à la gloire de Dieu. Il faut savoir qu'il est spécialiste de démonologie au Vatican. C'est un théologien spécialiste de démonologie. Donc les démons, il sait qu'est-ce que c'est. Or, je l'ai vu par sa conférence expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de ces extraterrestres, qu'il faut s'habituer à cette idée qu'il y a des extraterrestres. Il y a toute l'histoire des mythes les plus anciens et des textes fondateurs des religions qui donnent à penser que ce sont des extraterrestres qui ont fondé les grandes religions et beaucoup de mythes également. Alors la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est non seulement sur les intentions des extraterrestres, mais sur leur présence dans l'histoire humaine. C'est un aspect que beaucoup d'auteurs ont étudié, et peut-être le point le plus délicat, mais qu'il faut sans doute aborder, c'est l'idée qu'il y a pu y avoir des manipulations génétiques qui ont aidé en quelque sorte à la naissance de l'humanité. Donc toute l'histoire humaine et maintenant le dossier OVNI contemporain nous amène à poser la question, sont-ils encore parmi nous? Eh bien moi je crois que oui, qu'il y a des extraterrestres qui sont là, qui sont parmi nous, et qui se cachent encore, mais qui commencent à se montrer un peu. Donc peut-être que dans les années qui viennent, nous allons en savoir plus, je le crois aussi, sur cette présence des extraterrestres. À propos de cette hérésie, il m'a semblé intéressant de savoir ce que pourrait en penser l'Église du Vatican, celle qui brûla jadis Giordano Bruno. Je suis donc allé à Castel Gandolfo, dans la banlieue de Rome, bien connue pour abriter la résidence d'été du pape. Alex y avait organisé une rencontre avec l'un des auteurs de son ouvrage collectif, l'astronome George Coyne, qui travaillait sur le thème « En quoi l'idée extraterrestre est-elle un défi pour la pensée religieuse ?» L'entretien a eu lieu dans le palais d'été, car c'est le siège historique de l'Observatoire du Vatican. Membre de l'Académie des sciences pontificales, Monseigneur George Coyne en est le directeur. J'avoue que le père Coyne, jésuite américain, a bouleversé mes idées reçues, notamment quand il prend bien soin, pour parler de Dieu, de ne pas choisir entre le genre masculin et le genre féminin. Vous savez, il arrive parfois qu'un croyant pose la question: comment Dieu a-t-il pu créer un univers si vaste, si grandiose et si prolifique à l'égard de la vie,
et ensuite limiter la vie à ce tout petit grain de sable que nous appelons la Terre. Quel genre de Dieu pourrait faire cela? C'est évidemment une question très intéressante à se poser. Où se trouvent ces extraterrestres dont nous pensons qu'ils devraient exister statistiquement et mathématiquement? Le Soleil est une étoile parmi 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, notre galaxie. Il existe 100 milliards de galaxies dans l'univers. Ça veut dire qu'il y a 100 milliards par 100 milliards d'étoiles dans l'univers. Combien d'étoiles sont comme le Soleil? Disons 30 ou 40%. Combien de ces étoiles ont-elles des planètes tout autour? Pas 0%, mais disons 2%. Et de ces 2%, un demi% aura une planète comme la Terre. Et encore un autre demi% de ces planètes possédera une atmosphère qui sera développée comme celle de la Terre. Bref, prenons le pari qu'il existe une vie extraterrestre et que je rencontre cette vie extraterrestre en tant que croyant chrétien. Et alors je demande à cet être, croyez-vous en Dieu? Oh oui. Avez-vous commis le péché originel? Mais oui. Maintenant je lui pose la question, comment avez-vous été sauvés? Et c'est alors qu'il me dit ceci, Dieu nous a envoyé son seul fils pour nous sauver. Et alors là, j'ai un vrai problème. Dieu a envoyé son seul fils pour sauver ces gens qui habitent, disons, sur une planète autour de l'étoile Aquila. Mais il a également envoyé son fils pour nous sauver. Cela est-il possible? Je ne peux pas l'exclure. D'un côté, je trouve ça difficile à croire parce que c'est un défi lancé à ma foi, mais d'un autre côté, c'est un défi salutaire qui devrait aider ma foi à grandir au lieu de l'enfermer. Dieu est bien plus grand que ce que nous pourrons jamais imaginer quant à ce que il ou elle peut bien être. Comme tous les astronomes, le père Coyne acceptait donc l'idée de la civilisation extraterrestre. Restait le problème des ovnis. S'ils étaient un moyen de transport de cette civilisation, ils se déplaçaient d'une manière inimaginable. Seul un spécialiste des trous noirs cosmiques, comme l'astronome Jacques Paul, pouvait me faire concevoir l'inconcevable. Le trou noir symbolise un peu tout ce qui est noir dans l'univers, ça veut dire tout ce qu'on ne sait pas. Et les grandes avancées de la science dans le domaine de l'astrophysique, de l'univers en ce moment sont justement de découvrir l'étendue des choses noires. Cette exploration, de plus en plus, va prendre le bon sens en défaut et on va donner de la substance à ce qui était des visions, des rêves de science-fiction. Par exemple, le trou noir autorise des raccourcis dans l'univers. Donc, d'une certaine manière, autorise, entre guillemets, des voyages plus rapides que la lumière, du moins, autorise la possibilité de suivre des raccourcis qui font qu'on ira apparemment plus vite que la lumière. À la mesure où il tord l'espace et le temps, qui ne font d'ailleurs plus qu'un, eh bien, il autorise aussi des raccourcis dans le temps. Et pourquoi pas des plongées dans le passé ou dans le futur. Donc, les trous noirs seraient des moyens de communication non seulement à l'intérieur de notre univers, mais pourquoi pas avec d'autres univers. Alors, ces univers sont-ils parallèles? Ça, c'est une autre histoire, je ne sais pas, mais vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. C'est une possibilité pour comprendre qu'il y a peut-être d'autres moyens de se déplacer dans l'espace et dans le temps. Maintenant, l'utiliser, c'est une autre paire de manches. Mais bon, voilà. Les grandes agences spatiales ont pour but maintenant de chercher dans l'environnement du Soleil, c'est-à-dire dans la très très proche banlieue galactique, de chercher des planètes qui ressemblent à la Terre. J'imagine mal que l'humanité, découvrant l'existence de planètes habitables, n'aille pas y faire un tour. Hein. Ce ne sera pas des voyages plus difficiles à faire que ceux des colons qui ont pris le Mayflower sans espoir de retour. Là, c'est pareil.
À ce moment-là, ils sont instantanément devenus des extraterrestres. Ce seront les humains qui seront à ce moment-là des ovnis des autres. On n'est pas très loin des univers parallèles et du saut dans l'hyperespace. On n'est pas très loin de Star Trek. Maintenant, ce qui sera sans doute le futur n'aura rien à voir. Ce sera encore sans doute plus fabuleux. Et que quand les gens regarderont Star Trek dans 2 siècles, ils trouveront que c'est affreusement ringard. Et que ce qui se passe à ce moment-là sera infiniment plus amusant. Décidément, les astronomes sont des magiciens. Et une dernière surprise m'attendait au bout de ce voyage. À savoir qu'une civilisation extraterrestre est peut-être déjà très proche de nous, s'amusant à nous faire voir des ovnis parce que nous avons besoin de merveilleux et pour nous habituer doucement à sa présence. Let's see, what are some that have not been explained and which have possible scientific pay dirt in them? And I think those I would recommend that they be looked at quite closely. Not with the general idea of using them to prove that we are being visited, because I don't think they will. However, a scientist has to keep open-minded on it, and an investigation, a scientific one, without fanfare, a quiet look at the data, I think is in order. Toute sa vie, Allen Hynek a tenté d'ouvrir l'esprit de ses contemporains vis-à-vis des idées qui choquent le bon sens. Hier, ce qui choquait, c'était que la Terre fut ronde. Aujourd'hui, ce sont les mondes parallèles. À l'époque de rencontres du 3e type, Allen Hynek et Jacques Vallée avaient créé le Collège Invisible, un petit groupe de scientifiques qui voulait aborder la face obscure du phénomène OVNI. Jacques Vallée était l'autre conseiller de Steven Spielberg, caché derrière le personnage joué par François Truffaut. Le Collège Invisible travaillait sur l'idée qu'une force puissante a influencé l'humanité dans le passé et qu'elle continue à l'influencer aujourd'hui. Les ovnis seraient donc une projection de notre inconscient, mais une projection contrôlée par une force d'origine inconnue venue du plus profond de nous-mêmes ou venue du plus profond de l'espace. Aujourd'hui, Jacques préfère se taire, car il est difficile d'expliquer que cette force est peut-être une sorte de mémoire cosmique, gravée au cœur de tout ce qui vit dans l'univers, c'est-à-dire gravée au cœur des atomes universels. Dans ces conditions, le phénomène OVNI serait une projection visuelle de cette mémoire enfouie, mais une projection intemporelle comme l'univers, qui nous montre à la fois notre passé et notre futur. Au moment où nous allons envahir le système solaire, la seule question est de savoir si cette mémoire nous revient toute seule ou si quelqu'un nous aide à retrouver la mémoire. Moi, j'ai peut-être trouvé la réponse dans ce que m'a raconté l'astronome Jean-Claude Ribes. Le paradoxe de Fermi, en gros, c'est de dire où sont-ils ? Mais où sont-ils ? Les astronomes et avec eux les biologistes sont convaincus qu'il doit y avoir plein de civilisations extraterrestres. Mais alors, si c'était ça, on devrait déjà les voir, ils devraient être venus. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la durée humaine, c'est rien par rapport à la durée de la galaxie. On s'aperçoit qu'en un temps astronomiquement très court, 10 000 ans, 100 000 ans, même en 1 million d'années, une civilisation, une seule si elle existe, va essaimer, va avoir conquis la galaxie. Or, on ne les voit pas. Donc c'est ça le paradoxe, c'est de dire, mais on est convaincu qu'il y a des tas de gens, mais où sont-ils cachés ? Le physicien américain O'Neill, qui n'est pas un auteur de science-fiction, a imaginé, il y a déjà plusieurs années de ça, des îles artificielles, des îles de l'espace, on peut appeler ça des planètes creuses aussi, qui seraient de grands cylindres de 30 km de long sur 6 km de diamètre, qu'on va construire dans notre système solaire d'abord. Probablement l'endroit le plus favorable, où on a beaucoup de matériaux, c'est entre Mars et Jupiter, là où il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Donc, un jour, on enverra certaines de ces îles, en groupe, vers une autre étoile. Alors, ce qu'on imagine de faire, nous, un jour, je ne sais pas quand, mais enfin dans les siècles prochains, ce qu'on imagine de faire d'autres, ailleurs, puisqu'on pense qu'il doit y avoir d'autres civilisations ailleurs, pourrait le faire. On peut le faire, peut-être déjà. Autrement dit, ils pourraient être parmi nous, du moins dans le système solaire, cachés quelque part, dans cette ceinture d'astéroïdes. Alors, s'ils étaient par là, cachés, s'ils n'avaient pas pris contact avec nous, on pourrait imaginer de les détecter, et la question n'est pas du tout stupide, puisque l'un de mes collègues, Dr Papagiannis, il y a 15 ans de ça à peu près, avait lancé un programme de recherche avec un satellite infrarouge pour rechercher justement ce qu'on appelait à l'époque les sphères de Dyson. C'est le physicien américain Dyson qui avait imaginé ça, en disant
Si une civilisation est évoluée, elle ne va pas se contenter de ses planètes, elle va se constituer des sphères avec de la matière, et dans ces sphères, elle vivra autour de son soleil, par exemple, ou autour d'une source artificielle. C'est une hypothèse fantastique, extraordinaire, mais qui n'est pas irrationnelle. On peut assez bien démontrer justement que ce que nous envisageons de faire plus tard dans l'espace, d'autres l'auraient fait, et dans ce cas-là, ces extraterrestres, ils ne viennent pas de très loin aujourd'hui, ils sont déjà parmi nous. Je ne dirais pas qu'ils sont sur Terre, mais ils sont dans le système solaire, et ils viennent nous voir. Je m'imagine un astronome en train de scruter le ciel, d'écouter avec les grandes oreilles des radioastronomes. On regarde, si par hasard il n'y a pas un signal, puis derrière moi, il y a un petit extraterrestre en train de me taper sur l'épaule, et j'ai certains collègues qui disent « Non, je me retournerai pas parce qu'il peut pas être là. » Je suis désolé, mais moi j'ai quand même envie de me retourner pour voir, juste au cas où. Des extraterrestres dans la banlieue de la Terre. Voilà la pièce manquante pour comprendre, peut-être, le secret du docteur Hynek dont Jenny est la dépositaire, et qu'elle garde pour elle, car elle sait qu'il est littéralement incroyable. But in 1973, Mais en octobre 1973, pendant la grande vague d'ovnis sur la côte est des États-Unis, Hynek et moi, nous étions à un déjeuner dans l'Ohio. Et quelqu'un à table a dit à Hynek, « Alors, Dr. Hynek, c'est vrai que des corps d'extraterrestres ont été transportés à Wright Field ?» Et Hynek a répondu, bien sûr il a répondu, « Je ne sais pas. » Alors, il s'est tourné vers moi et il a chuchoté, « Mais si, c'est vrai. » But it is true. Et Allen Hynek précise qu'en réalité, les corps ont été transférés à Holloman au Nouveau-Mexique. Stupéfaite, Jenny lui pose alors discrètement 2 questions sur un bout de papier. Jenny a conservé ce papier avec ces 2 questions. Quand l'affaire Holloman a-t-elle eu lieu? Qui vous a fait cette confidence? Et les 2 réponses du docteur Hynek. 1962. L'Air Force. Et on n'en a jamais reparlé. Plus jamais, pour mon plus grand regret. Jenny Zeidman a partagé le combat d'Allen Hynek pendant plus de 30 ans. Et on ne peut pas imaginer que le docteur Hynek se soit moqué d'elle avec une simple plaisanterie. Il n'y a donc qu'une seule alternative. Soit on s'est servi de lui pour qu'il répande une fausse vérité, soit on lui a dit la vraie vérité, en sachant que personne ne le croirait s'il venait à la révéler. C'est peut-être ça, le secret américain. Un jeu subtil, où l'information se mêle à la désinformation, pour nous préparer doucement à l'inéluctable vérité au moment où nous allons coloniser le système solaire. Souvenez-vous, c'était la prédiction d'Arthur C. Clarke dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Nous sommes en 2001. Et désormais, j'ai du mal à dormir.